Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie du DS2. On s'intéresse à l'absorption d'un gaz sur un solide. On va commencer par un modèle simple, c'est le modèle de Langmuir, et après on va compliquer un petit peu. En fait ça va ressembler à ce que vous voyez où les molécules s'empilent. Alors évidemment c'est un modèle, hein, mais ce modèle on verra qu'il est pas si mal que ça, il rencontre des résultats. Alors, je vous montre le sujet. Alors, avant de démarrer, je vais juste expliquer un peu l'intérêt de ce genre d'études. L'enjeu, c'est de pouvoir stocker un gaz sous la pression la plus faible possible à température ambiante. Ça, c'est évidemment un problème. Pourquoi? Parce qu'un gaz, c'est très peu dense. Donc là, si vous voulez en transporter beaucoup, il faut augmenter la pression. Donc ça, évidemment, ça pose des problèmes. Quand vous avez un récipient qui est sous pression, vous ne pouvez pas l'ouvrir comme ça, c'est dangereux. De plus, mettre le gaz dans le récipient, c'est pas évident. Et donc, une solution, c'est de placer dans le réservoir un solide qui est qui a des sites sur sa surface pour accueillir les molécules de gaz, qui en quelque sorte vont devenir liquides ou solides, enfin bon bref, c'est un état, elles vont se déposer en fait sur le solide, et grâce à ça, on peut stocker beaucoup du gaz à une pression qui est raisonnable. Et ça, c'est un enjeu. Par exemple, le stockage d'hydrogène. Le d'hydrogène est c'est particulièrement compliqué parce que c'est une molécule qui est... Si vous prenez 1 m3 de d'hydrogène à pression ambiante, ça pèse quelques centaines de grammes. Donc si vous voulez en transporter beaucoup, soit vous avez des pressions absolument énormes, soit vous pouvez utiliser cette stratégie, c'est-à-dire vous allez trouver un matériau qui est capable d'absorber le gaz. Alors ici on travaille avec du diazote. Bon, peu importe le gaz finalement, c'est une problématique plus générale. Hein. Donc là dans le sujet, le gaz, c'est du diazote. Et vous avez ce qu'on appelle une isotherme, cette courbe-là, vous faites varier la pression et vous regardez combien vous arrivez à absorber de gaz par gramme de solide que vous avez que vous avez utilisé. On va commencer par le modèle de Langmuir. Donc c'est un modèle tout simple. S0, c'est un site qui est sur la surface qui est vide. Mg, c'est une molécule de gaz. Voilà. Et cette molécule de gaz, elle est capable de se fixer à la surface, de s'absorber à la surface. Et du coup, ça donne un site occupé. Et cette équation, c'est une équation chimique, elle a une constante d'équilibre K2T. Donc c'est ce qu'on voit, ce dont je suis en train de vous parler, c'est ce que vous avez au centre de l'écran. Vous avez certaines notations. Taux, c'est le nombre de molécules absorbées sur le nombre de sites. Donc on appelle ça le taux de couverture, donc bon, ça se comprend assez bien. Vous avez également, enfin on admet, que l'activité chimique d'un site occupé, c'est proportionnel en fait au nombre de sites vacants pour l'activité chimique d'un site vacant. Et l'activité chimique d'un site occupé est proportionnelle au nombre de molécules absorbées. En fait, ça ressemble beaucoup à l'activité chimique d'un soluté. C'est proportionnel à la concentration. Donc on va dire ce qui joue le rôle de concentration, c'est, avec plein de guillemets, c'est la concentration en site où vous avez des molécules absorbées pour l'activité d'un site occupé, et pour les sites vacants, c'est la même chose avec la concentration avec plein de guillemets des sites vacants. Bon, on peut commencer la question 1, et on vous demande de montrer cette relation-là. Évidemment, quand vous voyez ça, il faut tout de suite penser loi d'action de masse. Hein. Vous avez une égalité qui fait intervenir K de T, c'est la loi d'action de masse. Donc je vais simplement réécrire, donc c'est le site vacant, c'est noté S0 sauf erreur, plus la molécule de gaz, que je vais noter comme ça, c'est en équilibre avec un site, une molécule absorbée. Je vais quand même vérifier que au niveau des notations, je suis bon. Alors, SMA, ouais, ça va.
Du coup, il n'y a pas le D. Et la constante d'équilibre, qui dépend de la température, c'est K. J'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. D'action de masse, que je noterai LAM dans la suite. Hein, si j'ai besoin de réécrire, j'utiliserai l'acronyme LAM. À l'équilibre, ça on précise bien. C'est pas un détail hein, d'écrire à l'équilibre. Donc vous avez K de T qui est égal à l'activité chimique des molécules absorbées. Donc c'est le nombre de... Alors j'ai oublié les notations. NAD. Donc c'est le nombre de molécules absorbées sur le nombre de sites. Bon, je vais écrire la même chose un peu plus bas. Donc, nombre de molécules adsorbées sur le nombre de sites. Donc, voici pour l'activité. Et les sites vacants, donc c'est le nombre de sites vacants. Donc, je vais l'écrire en toutes lettres. Sur le nombre de sites. Pour l'activité de la molécule gazeuse, et bien une molécule gazeuse, cette fois-ci, c'est sa pression partielle. Donc, je l'appelle P parce qu'en fait, il n'y a que ce gaz-là sur P0. Donc, je précise, hein, remarque, P est la pression du gaz. Et P0, c'est la pression de référence qui vaut 1 bar ou 10 puissance 5 pascal. Je vais avoir besoin, si je regarde la question, hein, c'est un petit peu plus bas, ça fait également intervenir taux, donc je vais avoir besoin de la définition de taux. Donc je vais de plus taux, c'est égal, c'est le taux de couverture, donc c'est le nombre de sites adsorbés sur le nombre de sites au total, hein, le nombre de sites disponibles. Et donc il faut que je me débrouille avec ces deux équations, hein, l'équation 1 et l'équation 2. Voilà, je les numérote. C'est plus facile d'y faire référence. Alors, si je... Évidemment, le nombre de sites vacants, on a une relation très simple. C'est le nombre de sites où il y a une molécule plus le nombre de sites vacants. Donc, site, je vais mettre un S. C'est égal au nombre de sites total. Évidemment. Et normalement, avec ces trois équations, bon, j'ai numérote, mais je me rends compte que je vais pas en avoir besoin, je peux réécrire K de T. Alors, je vais multiplier par le nombre de sites. Non, je ne vais pas le faire parce que ça va pas s'arranger comme il faut. Donc, total de sites. Donc, en fait, on reconnaît taux. Et ici, on a le nombre de sites moins le nombre de molécules adsorbées sur le nombre de sites. J'ai dit que le nombre de sites vacants, c'est le nombre de sites moins le nombre de sites absorbés, P sur P0. Et là, on reconnaît, ce truc-là, en fait, ce n'est rien d'autre que taux. Et ici, on va reconnaître... je vais réécrire, mais je pense que vous l'avez remarqué. Taux sur 1 moins NAD sur le nombre de sites. Et ça, c'est taux. Donc on le retrouve ici. Et finalement, j'ai mon résultat, le résultat qui était demandé. K de T, ça vaut taux sur 1 moins taux P, et P0 je le mets au numérateur. Je sais pas si c'est... Oui, bon, c'est pareil. Donc la première question, c'est bon, je l'ai fini. On encadre le résultat et on passe à la question 2. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en œuvre, c'est un modèle très simple et on va voir que malheureusement, il fait pas l'affaire.
On vous demande de tracer taux en fonction de P. Et puis on va voir que bah, ça marche pas. Ça marche pas. Ça correspond pas à la courbe qu'on pourrait tracer expérimentalement. Question 2. Donc on fait le tracé. Alors, avant de... Ce que je vais faire, c'est un petit calcul. Donc on isole taux à partir de l'équation qui est juste au-dessus, que j'appelle étoile. Donc ça donne taux K 1 moins taux égale à taux P0 sur P. J'isole, je continue mon calcul ici. Donc j'ai taux P0 sur P plus K, sauf erreur, c'est égal à K, qui dépend de la température, sauf erreur. Et donc finalement j'ai taux qui vaut... alors j'ai multiplié par P sur P0. C'est pas obligatoire de faire ça, mais il se trouve que bah, je préfère le faire. Donc si je fais P fois P0, il va me rester P sur P0 fois K, qui dépend de la température, sur 1 plus P sur P0 fois K. Alors c'est pas une réponse à une question, donc, mais j'encadre partiellement ce résultat. Et je vais tracer cette courbe-là. Alors on va se donner les axes. Donc la première, voilà, on va se donner des axes. Voilà, j'ai tracé les axes. Ce serait bien de graduer. Donc je sais que taux c'est entre 0 et 1. Donc déjà, c'est un truc que je sais dès le départ. Donc il ne faut pas que je dépasse cette limite-là. Voilà, on va le mettre en gris. Il ne faut pas que je dépasse cette limite-là. Si je regarde, lorsque P vaut 0, je démarre à 0. Donc je démarre ici. Lorsque P est très grand, taux ça tend vers 1. Donc je sais que je finis ici. Alors j'ai envie de dire, quand vous avez une courbe qui démarre à 0 et qui finit comme ça, bon, bah, a priori, ça va être un truc qui varie gentiment. L'expression, elle n'est pas compliquée. Effectivement, en fait, c'est une portion d'hyperbole, on pourrait le montrer, et qui passe par 0 et qui a une asymptote en 1 lorsque P tend vers l'infini. Donc bon, ouais, c'est ce que je vais tracer. Ça donne une courbe comme ceci. Mince. Voilà, donc on a cette courbe-là. Et on voit que si on compare à la courbe qui est donnée au début de l'énoncé, je vous la montre. Je vais l'insérer dans le document. Donc je l'insère dans le document. Donc si on compare les... Alors il faut que j'arrive à l'insérer correctement. Voilà. Je vais la mettre ici. Ouais, on va la mettre en tout petit. Donc ça c'est la courbe, on doit la comparer à cette courbe-là. Oui, non, je prends un instant pour le faire correctement. Voilà, donc on a la courbe d'après le modèle de Langmuir, qui est ici. Donc c'est un petit calcul, hein, vous avez vu. Et ça, c'est ce qu'on peut mesurer
expérimentalement. Et donc on voit, là, on ne rend pas compte du fait que tout d'un coup, la quantité qu'on est capable d'absorber à une certaine pression, elle augmente brutalement. On l'a pas du tout, on ne capture pas du tout ce comportement avec le modèle de Langmuir. Donc on voit que le modèle de Langmuir est insuffisant. On va juste rédiger ça. On ne capture pas le fait, avec le modèle de Langmuir, le fait que la quantité, on ne capture pas avec le fait que la quantité de gaz absorbé augmente brutalement la quantité de gaz absorbé augmente très rapidement. Alors je mets des guillemets, hein, parce que c'est pas, ça n'a rien à voir avec la vitesse, hein. C'est juste, ça veut dire que la courbe augmente rapidement avec à une certaine pression. Voilà. Donc conclusion, le modèle Langmuir il est insuffisant et on va proposer un autre modèle qui dans la suite où justement on arrive à capturer ça. Alors, on continue. Donc, dans la suite, on propose un autre modèle où les molécules peuvent s'empiler. Donc, vous avez une vision de ce modèle-là, où on peut avoir 0 molécule absorbée sur un site, ou une molécule, ou 2 qui s'empilent, ou 3, ou 4, ou n. Donc vous avez un exemple qui est donné, hein, pour expliquer un petit peu comment ça se passe. On appelle θ n le taux de couverture pour lorsqu'il y a n molécules qui s'empilent. Donc si θ0 vaut 0,5, etc., ça veut dire qu'il y a 50% qui est inoccupé, 30% qui est occupé avec une molécule, 20% avec 2 molécules. Et voilà, je vous laisse comprendre ça. Et voici le modèle, c'est-à-dire que le P c'est la pression, A c'est une constante, et le nombre de sites où il y a une seule molécule est relié au nombre de sites où il n'y en a pas, par la relation suivante. Donc ce que ça veut dire, c'est, pour donner un petit peu de sens physique à tout ça, donc là je suis en train de... C'est pas ce que je voulais faire. Pour donner un peu de sens physique à tout ça, si vous avez beaucoup de sites vacants, vous allez augmenter la probabilité qu'il y ait une molécule qui s'absorbe. Ça, je pense que c'est un truc qui se comprend assez bien. Et c'est proportionnel aussi à la pression. Si j'augmente la pression, en fait, il y a plus de molécules, il y a plus d'opportunités qu'une molécule arrive sur la surface, et donc ça va augmenter la proportion de molécules absorbées sur la surface. Et ensuite, une fois qu'il y a un site occupé, il se trouve que la probabilité qu'il y ait une deuxième molécule qui se fixe, elle est proportionnelle au nombre de sites où il y a déjà une molécule. Ça peut se comprendre. Je ne peux rajouter une deuxième molécule que s'il y en a déjà une de présente. Et puis comme ça, je peux empiler. Et donc vous avez ces relations-là. Donc c'est l'équivalent de loi d'action de masse, en fait, si on pourrait le dire comme ceci. Et à la question 3, on vous demande d'exprimer θn en fonction de A, B, Pn et θ0. Alors je reprends les équations. Donc θ1, c'est une constante petit a fois la pression fois θ0. θ2, c'est une autre constante B fois la pression fois θ1. θ3, c'est B fois P, θ2, etc. Alors si on regarde, si je remplace θ1, ça donne quoi? Ça donne B A, P au carré, θ0. J'ai simplement pris l'expression de θ1 et je l'ai remplacé là-dedans. Je fais la même chose, je prends θ2, hop, je le remplace là-dedans. Ça donne quoi? Ça donne B
au carré. Alors, j'aurai A, j'aurai B au carré, P puissance 3, θ 0. Hein, sauf erreur. Ouais, j'ai détaillé un petit peu les calculs voilà, pour que vous soyez bien convaincus. Et vous n'avez pas de mal à montrer, on pourrait le montrer par récurrence. Donc voilà, par récurrence. On a θn qui vaut petit a, b exposant n-1. Alors ce que je pourrais faire, c'est la chose suivante. Alors je vais le faire juste après. θ 0. Et je vais l'écrire comme ça. 1 sur b, bp puissance n, θ 0. Voilà, je préfère l'écrire comme ça. Et donc j'ai mon résultat. La récurrence, je trouve qu'elle est immédiate. Hein. Vous n'avez pas de mal à vous convaincre que c'est ça. Donc là, j'ai fait la question 3. La question 4, on pose C égale A sur B. Égale A sur B, donc ça tombe bien. Et donc, θn, ça vaut C θ 0 fois BP exposant n. Bon, là, c'est vraiment... c'est pas une vraie question, en fait, hein, la question 4. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Question suivante. Question 5. Alors, si je regarde, on vous demande d'exprimer θ 0 en fonction de la pression. Alors, si vous regardez, vous avez une indication qui est donnée par énoncé. On sait que si je somme tous les θi, pour n égale 0 jusqu'à l'infini, les θn, je sais que ça fait 1. Il y a forcément, en fait, un site, il a forcément n molécules, donc si je somme tous les θn, ben en fait, je vais sommer sur tous les sites, donc la somme de toutes les proportions, ben, ça fait 1. Voilà. Et de toute façon, l'indication était donnée dans l'énoncé. Et si j'utilise le résultat précédent, donc ça donne la somme de 0 jusqu'à l'infini. Donc θn, ça vaut quoi? Ça vaut C θ 0 BP puissance n qui est égal à 1. Et ce truc-là, ben, normalement, ça doit vous dire quelque chose. Alors je mets le Cθ 0, je peux le sortir, hein, puisqu'il ne dépend pas de n. Donc ça fait la somme de BP exposant n. Donc c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Et ça, vous savez ce que ça vaut. Donc je vous fais la petite démo. Si je dis que S c'est 1 plus A carré, donc c'est une petite entre guillemets, hein, plus A puissance exposant n, par exemple. Ouais. Vous savez que si je fais ASN, ça fait A plus A carré plus etc. plus A exposant n plus 1. Et si je fais la différence, donc je fais Sn moins A Sn, et ben les termes ils vont simplifier 2 à 2, et il reste 1 moins A exposant n plus 1. Et donc S de n, ça vaut 1 moins A exposant n plus 1 sur 1 moins A. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire tendre n vers l'infini, donc S infini, en fait c'est 1 sur 1 moins A. Et je me demande... ah bah vous avez... vous avez l'indication. Alors je me rends compte que il y a
un point auquel j'ai pas fait attention. La formule que j'ai donnée n'est vraie que pour n plus grand que 1. Ça c'est important. En effet, si vous prenez n égale 0, ça marche pas, parce que la première formule, elle est différente des autres. Hein, si vous regardez, pour passer de θ1 et θ2, je multiplie par b fois p. Alors que pour passer de θ0 à θ1, c'est une autre constante. Donc là, il faut que je fasse attention. Je suis allé un petit peu vite en besogne. Donc je vais reprendre mon calcul. Voilà, j'efface et je recommence. Alors, la somme, je la détaille, donc ça fait θ0, je le mets à part, plus la somme de n égale 1. Alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, c'est l'indication qui est donnée dans l'énoncé. La somme commence à 1. Alors, cette fois-ci, je peux utiliser la formule, donc ça fait θ0 plus la somme de c θ0 b fois p exposant n. Le cθ0, comme tout à l'heure, je peux le sortir. Et donc, je me retrouve avec θ0 plus cθ0 et la somme de 1 jusqu'à l'infini de b fois p exposant n. Et tout ça, ça vaut 1. Du coup, et si j'ai cette somme, que j'appelle S de n, si je fais AS de n, donc le résultat, on vous le donnait, hein, mais je le redémonte, parce que c'est quand même, ça fait partie des choses qu'il faut bien connaître. Plus A exposant n plus 1, je fais la différence, bon, comme tout à l'heure. Donc Sn moins ASn, ça fait A moins A exposant n plus 1. Et donc Sn, ça vaut A moins A exposant n plus 1 sur 1 moins A. Et ça tend vers A sur 1 moins A lorsque n tend vers l'infini, à la condition que A soit strictement plus petit que 1, en valeur absolue. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Je reprends le calcul en utilisant ce résultat. Donc c'est BP sur 1 moins BP. C'est égal à 1. Donc là, j'y suis quasiment. Hein. Et on vous demande θ0. Et ben, j'isole θ0. 1 plus CBP sur 1 moins BP égale 1. Là, je prends le temps de détailler les calculs. Hein. Je vous conseille de faire ça. Je multiplie par 1 moins BP l'ensemble de l'équation. Pour éviter les dénominateurs de dénominateurs. Donc ce qui fait que je me retrouve avec 1 moins BP sur 1 moins BP plus CBP. Je réarrange un petit peu et je vais pouvoir vérifier que je ne me suis pas trompé. Donc ça fait 1 plus BP C moins 1. Je vérifie que ça colle. Ouais, c'est ça. J'ai vérifié avec l'énoncé. Je vais vous montrer. Hein. Donc ce qu'il fallait montrer, hein, c'est ce résultat-là. C'est exactement ce que j'ai obtenu. Donc tout va bien. Là, j'ai vraiment détaillé les calculs. Après tout, pourquoi pas. Hein, c'est bien de les détailler. Enfin, comme ça, si vous faites une erreur, vous aurez plus de facilité à vous corriger, à trouver votre erreur. Voilà, on passe à la question 6. Alors cette fois-ci, on vous demande le taux de couverture
dans ce cas-là, pour ce modèle-là. Alors on va l'écrire, taux, ça vaut, c'est le nombre de molécules adsorbées sur le nombre de sites. Et en fait, ce qu'on va considérer, c'est, on va considérer tous les cas. Lorsqu'il y a une molécule adsorbée, la proportion de sites qui a ça, c'est θ1. Fois le nombre de sites. Donc ça, c'est le nombre de sites qui ont qu'une seule molécule adsorbée. Et du coup, c'est pas θ1, mais c'est θn fois le site, puisque je vais envisager tous les cas. 1 pour n qui vaut 1 jusqu'à l'infini. Donc ce terme-là, allez, je vais mettre ce terme-là, c'est voilà. Ce terme-là, c'est nombre de molécules, nombre de sites avec n molécules empilées. Donc forcément, ce que je dois faire, c'est multiplier par petit n pour avoir le nombre de molécules qui sont effectivement... je compte toutes les molécules. Donc je multiplie par n. Et je divise l'ensemble par le nombre de sites. Alors ce que vous remarquez, c'est que ça simplifie. Et finalement, j'ai une expression du taux de couverture, taux, qui est la somme pour n égale à 1 jusqu'à l'infini de θn fois n. Et justement, l'expression de θn, alors θn, ça vaut c θ0 bp exposant n, pour n plus grand que 1. Donc c'est très bien, puisque je commence ma somme à 1. Je remplace. Donc n égale à 1 jusqu'à l'infini de c θ0 bp exposant n fois petit n. Le c θ0 ne dépendant pas de n, je peux le sortir de la somme. Et j'ai donc taux égale c θ0 somme pour n égale 1 jusqu'à l'infini bp exposant n fois n. Alors, donc je vais continuer sur une autre page mon calcul. On vous donne une indication dans l'énoncé. Alors, il se trouve qu'il y avait une erreur dans l'énoncé. Donc là, j'ai corrigé le sujet. On vous disait que la somme de 1 jusqu'à l'infini de n alpha exposant n, c'était 1 sur 1 moins alpha au carré. Il manquait le alpha. Donc là, évidemment, il y avait une erreur dans l'énoncé. Du coup, en faisant le calcul, il aurait manqué le terme b fois p au numérateur. Bon. Ça arrive qu'il y ait des erreurs dans les énoncés, la preuve. Et même le jour du concours, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, pas de panique. Si vous pensez qu'il y a une erreur, il faut l'indiquer on vous donne des consignes. Il faut l'indiquer dans votre copie et prendre des initiatives dans le cas où vraiment il y a une erreur, quoi. C'est-à-dire que là on va vous tester un petit peu votre capacité à gérer ça. Je vais continuer sur une autre page. Voilà, je reprends le calcul. J'en étais arrivé là, et là j'utilise l'indication qui est donnée par l'énoncé. Donc je rappelle qu'il y avait une erreur. Il y avait ceci comme indication. Alors dans la version du sujet que vous avez eu, il y avait un 1 au numérateur. Bon, non, en fait c'est alpha au numérateur. Alors je fais la démo rapidement de ce résultat. Je pose f de alpha. C'est la somme pour 1 jusqu'à l'infini de alpha exposant n. Et on a vu que ça vaut 1 sur... ça vaut alpha sur 1 moins alpha. Et ce que je calcule, c'est f' de alpha. Et je le calcule de deux manières différentes.
f de alpha, lorsque je le dérive par rapport à alpha, ça fait quoi? Ça fait 1 sur 1 moins alpha. Hein, je vois ça pour la dérivée, je vois ça comme... ça, je l'appelle U', U. Et le terme en 1 sur 1 moins alpha, je l'appelle V. Donc il faut voir ça comme fois 1 sur 1 moins alpha. Et quand je fais le calcul, ça donne U' fois V, donc c'est 1 sur 1 moins alpha, plus U, donc alpha, fois la dérivée de 1 sur 1 moins alpha, donc c'est 1 moins alpha au carré, il y a un signe moins, mais comme il y a un moins devant l'alpha, ça donne un plus. Et quand je continue mon petit calcul, je mets au même dénominateur. Donc f' de alpha, ça vaut alpha sur 1 moins alpha au carré. Et donc, voilà. Et ça, c'est la première façon de calculer f' de alpha. La deuxième façon, ben, je reprends la définition de f de alpha. Et ben, si je dérive, ça fait somme de 1 jusqu'à l'infini de... Je vais y arriver. Je me rends compte que j'ai fait une erreur de calcul, décidément. Ici, c'est un 1, puisque le alpha se simplifie. Donc, je reprends. Je calcule f' de alpha d'une autre façon. Ce calcul-là, il a été fait avec ça, et ce calcul-là, voilà. Je continue mon petit calcul, et ça vaut n alpha exposant n-1. Et si vous regardez bien, ça vaut 1 sur alpha, somme pour 1 jusqu'à l'infini de n alpha exposant n. Donc quand je regroupe les deux, ça donne quoi? Ça donne 1 sur 1 moins alpha au carré, c'est égal à 1 sur alpha, somme de 1 jusqu'à l'infini de n alpha exposant n. Et voilà. C'est QFD, c'est qu'il fallait démontrer. Donc ça, ce n'était pas demandé, hein, ce que j'ai écrit en orange, là, c'était pas demandé, mais je vous montre juste d'où viennent ces résultats. Et donc on a ce résultat-là, que je vais utiliser, hein. En fait j'aurais pu le faire directement. Hein. Donc ça faut C θ0, BP sur 1 moins BP au carré. Or, θ0, on avait vu que ça valait 1 moins BP sur 1 plus BP, c'est moins 1. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et donc, si je remplace, hein, donc ce terme-là, je le mets ici, ça donne quoi? Ça donne taux égal C fois 1 moins BP sur 1 plus BP, c'est moins 1. Bon, là, c'est la copie. Fois BP sur 1 moins BP, le tout au carré. Je continue mon calcul. Je remarque qu'il y a ce terme-là et le carré qui se simplifient. Donc il me reste au numérateur CBP. Et au dénominateur, j'ai un produit de deux parenthèses. 1 moins BP, 1 plus BP, c'est moins 1. Donc c'est... Voilà une belle formule. Hein, il y a des termes un petit peu partout. Et si je vérifie avec le sujet, c'est bien ce qu'il fallait trouver. Ouais, c'est bon. Donc évidemment, avec l'indication qui était fausse, ce qui aurait manqué dans votre calcul, c'est le BP au numérateur. Dans ce cas, il faut être un petit peu sûr de vous. Hein. Il faut préciser dans votre copie qu'il y a certainement une erreur d'énoncé. Voilà. Question 7, lorsque BP, alors on peut remarquer que lorsque BP tend vers 1, on le voit ici, le taux de couverture tend vers l'infini.
Alors, d'après vous, la question qu'on vous pose, ça correspond à quoi en fait? En effet, si vous regardez l'expression, hein, on a bien le dénominateur qui tend vers, lorsque BP tend vers 1, le dénominateur tend vers 0. Alors, le dénominateur dans l'expression de taux tend vers 0. Dans l'expression de taux, je vérifie juste un truc, de taux tend vers 0. Donc taux tend vers l'infini. Bon, en fait, il ne tend pas vers l'infini, c'est pas possible, puisque ça voudrait dire qu'il y aurait une quantité infinie de molécules absorbées. Ça veut simplement dire qu'il se passe quelque chose, en fait, lorsque BP tend vers 1. Et en fait, ça correspond à la liquéfaction du liquide. Donc cette valeur particulière de BP, correspond à la liquéfaction. En fait, ça veut dire que les molécules, elles acceptent d'être très proches les unes des autres. Ben, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est simplement la liquéfaction d'un gaz, hein, lorsque effectivement les molécules acceptent d'être très proches les unes des autres. Donc alors je mets entre guillemets, parce que je trouve que c'est pas très bien dit. Cela arrive lorsque les molécules et je mets des guillemets dans des guillemets acceptent. Donc ça je devrais pas dire, parce que les molécules elles ont pas de volonté, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire, d'être très proches les unes des autres. Donc si vous avez envie de critiquer cette phrase, il n'y a pas de problème, hein, parce que c'est comme si les molécules, elles acceptent, donc c'est comme si elles avaient une pensée, enfin bref. C'est un peu bizarre de dire ça, donc c'est pour ça que j'ai mis plein de guillemets. Donc ça, on va l'encadrer. Et ça correspond à la question 7. Passons à la question suivante. Alors, la relation établie à la question 5, etc. Et on vous demande de la remanier. Est-ce qu'on vous demande de la remanier, notant V à le volume total de gaz absorbé de masse. Oui, en fait, c'est simplement en écrivant que taux, c'est VA sur VS. Donc là, il faut lire l'énoncé. Je vous laisse le faire. Et en reprenant le résultat de la question 6, en fait, donc ça ne doit pas être la question 5, mais bon, c'est évident, hein, que c'est le résultat que vous voyez en haut, là où je bouge la souris. Et ben, vous remplacez taux par VA sur VS et vous arrivez directement à ce résultat-là. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait cela ? C'est justement pour déterminer la constante C ainsi que V de S, qui correspond à, en fait, VS c'est le volume maximal absorbable dans la première couche. En fait, V de S c'est proportionnel à la surface qui est disponible dans le solide. Alors pourquoi cette quantité est si difficile à mesurer? C'est parce que le matériau qu'on utilise est en général un matériau poreux. Et un matériau poreux, il peut avoir une très grande surface pour un volume qui est assez petit. Hein, pensez, pourquoi? Parce qu'en fait il y a plein de cavités, il y a plein de surfaces cachées qui se trouvent à l'intérieur, hein, puisqu'il y a des pores un petit peu partout. Et justement, lorsqu'on fait les mesures, on peut facilement avoir accès à V2A.
On peut avoir accès à V2S, on ne connaît pas justement, C non plus. Et donc l'idée c'est de pouvoir accéder à ces informations. Ce qu'on a aussi accès, c'est à la pression. Et ainsi qu'à la valeur de B. Hein, je vous rappelle que B, ça vaut, c'est la question 7 en fait. Hein. B, c'est l'inverse de la pression pour laquelle on a liquéfaction du liquide. Donc si vous regardez bien, la grandeur qui est à gauche, elle est complètement mesurable. Bon, on va rédiger tout ça. Voilà, donc je reprends. Donc toutes les grandeurs qui sont là, V2A est mesurable. Enfin, je reprends, j'ai fait une fausse manip. Alors V2A, c'est une grandeur mesurable. Hein, on va simplement mesurer la quantité de gaz qu'on a réussi à absorber sur la surface. B, on connaît. B, c'est 1 sur la pression de saturation. La pression de saturation, c'est lorsque le gaz devient liquide, lorsqu'il se liquéfie. Hein, donc par exemple, je donne un exemple que vous connaissez bien. Sous un bar, la pression de liquéfaction, à 100 degrés, la pression de liquéfaction, pour l'eau, c'est un bar. Hein, alors je le dis autrement, l'eau bout à 100 degrés dans votre cuisine, où il y a un bar. Donc la pression de saturation, c'est ça, quoi. C'est la pression pour laquelle le gaz se transforme en liquide, enfin peut effectuer un changement de phase et devenir liquide. La pression, c'est connu, ça c'est mesurable. Ça veut dire que l'ensemble du membre de gauche est mesurable. Et si vous regardez, dans le membre de droite, vous avez donc P et B sont mesurables, et les seuls inconnus, c'est C et VS. Alors je vais réécrire ce terme-là, ça fait 1 sur CVS. Alors il faut que je retourne vers l'énoncé. Vous avez en abscisse BP et vous avez en ordonnée le membre de gauche. D'accord? Donc là, ici, vous avez... Ça, c'est Y. Et X, c'est B fois P. Donc je vais simplement faire une petite réécriture. Plus BP, C-1 sur CVS. Et ici, vous avez l'abscisse, c'est-à-dire grand X. Ça veut dire que là, vous avez la pente de la droite. Et là, vous avez l'ordonnée à l'origine. Donc il suffit simplement, voilà, il fallait remarquer ça, et il suffit simplement de mesurer la pente et de l'ordonner à l'origine, et du coup j'aurai un petit système de deux inconnus, de deux équations, et je pourrai en déduire C et VS. Donc là j'ai besoin du graphe en question. Alors j'attends une droite, hein, d'après l'étude théorique, ça doit faire une droite, et quand je regarde les mesures, ça fait bien une droite. Je vérifie juste un truc, ouais. Donc je fais, faisons un copier-coller de cette courbe-là. Voilà, on va la mettre ici. On va agrandir un petit peu. Voilà. Donc, regardons cette droite. Si vous avez à peu près, ça fait un truc comme ça. Ouais, c'est pas trop mal.
Donc l'ordonnée à l'origine, si je regarde bien, je suis... on peut zoomer un petit peu. Hein. Donc là, voilà, j'ai bien zoomé. Alors, si j'ai 0,001 ici, alors je vais faire une petite mesure. Je vais utiliser les nombres de pixels. Donc si vous regardez en bas à gauche, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous avez, j'ai 3582. Alors j'ai 3582. Ici. Là j'ai 3449. Je compte en numéro de pixels. Hein. Et ici j'ai 3555. Donc je vais faire une petite application numérique. Alors je fais la différence, donc c'est 3582 moins 3449. Donc vous avez 133 pixels 133 pixels. Et ça correspond à 0,001. Et je fais ensuite 3582 moins 3555. Ça fait 27. Donc si je fais 27 divisé par 133 fois 0,001, ça fait 2,10-4. Ça fait 2,10-4. Allez, j'efface toutes les traces. Donc là, je mesure 2,10-4. Pour l'ordonnée à l'origine. Deux fois 10-4. À peu près. Pour l'ordonnée à l'origine. Ensuite, je vais faire... je vais prendre... j'ai le 2,10-4, ça c'est bon. Je vais aller jusqu'à 0,2. Là, j'ai mesuré la pente, hein, donc je vais... Voilà. Et je vais ensuite récupérer la valeur. Ah, ça tombe à peu près juste, tant mieux. Donc la pente, je vais mesurer... Donc ça fait 0,004 moins 0,0002, hein, donc c'est 2,10-4, divisé par 0,2. Donc je vais prendre la calculatrice. Donc 0,004 moins 0,02 divisé par 0,2. Donc ça fait 0,019. 0,019. Donc ça c'est pour la pente. Et on se souvient que la pente, c'est aussi, c'est marqué ici, c'est C-1 sur CVS. Et l'ordonnée à l'origine, que je note comme ça, c'est 1 sur CVS. Donc j'en déduis que petit calcul, puisque donc la pente c'est C-1 fois l'ordonnée à l'origine. Si vous regardez 1 sur CVS, donc C ça vaut 1 plus
la pente sur l'ordonnée à l'origine. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 plus 0,019 sur 2 10 moins 4. « 0,019 divisé par 0,80, donc ça fait 96. Je trouve pour C 96. Et je peux en déduire du coup VS. Hein, VS, ça vaut VS, ça vaut 1 sur C fois l'ordonnée à l'origine. Donc ça donne quoi? 1 divisé par 96 divisé par 0,0002. Donc ça fait 52. Allez, 52. 52 quoi d'ailleurs? C'est une bonne question. Donc c'est là les volumes c'est en centimètres cubes, donc normalement c'est en 52 centimètres cubes. BP c'est à dimensionner. Hein. Donc normalement ça devrait que je dise pas de bêtises. Donc j'ai dit une bêtise, c'est centimètres cubes par gramme. Hein, si vous regardez, l'axe des ordonnées, hein, c'est en grammes par centimètre cube, c'est en 1 sur V de A. Donc forcément, V de A, c'est en centimètres cubes par gramme. Ça c'est important de ne pas se tromper dans l'unité, hein, puisque on n'aura pas du tout le même résultat. Donc si vous regardez 53 cm3 par gramme, V de S, je vous rappelle, ça correspond au volume de la première couche adsorbée. Donc faudrait, pour avoir une surface, il faudrait diviser par la taille typique d'une molécule, et ça vous donnerait une surface absolument gigantesque. Alors une molécule, c'est typiquement, allez, je veux dire 1 nanomètre de haut, donc si on fait, on peut faire le calcul. Petite remarque. Ouais, je vais faire en gris. Remarque. La surface correspondante à ces 52 cm3. Donc je vais prendre 52 cm3, je vais le mettre en mètres cubes. Donc ça fait 52 fois 10 moins 6, sauf erreur, mètres cubes. En centimètres cubes, il y en a 1000 dans un litre, oui c'est ça. Divisé par la hauteur d'une molécule que j'estime à 1 nanomètre, donc 10 moins 9 mètres. Donc, alors tout ça c'est en ordre de grandeur. Donc, je mets... Ça fait quoi? Ça fait 52 000 mètres carrés. Donc je vous laisse imaginer. Donc tout ça c'est en ordre de grandeur, hein. C'est vraiment en ordre de grandeur. Donc même si je me trompe d'un facteur 10, ça fait 5000 mètres carrés dans 1 gramme. Hein, ça veut dire que quand vous avez un milieu poreux, qui est pas fabriqué n'importe comment, j'imagine, donc on obtient une surface d'absorption très grande. On obtient une surface active très grande. Et c'est pour ça que ce genre de matériaux, potentiellement, sont capables de stocker beaucoup de gaz par ce biais-là. En fait, on va réussir à absorber les molécules, à les empiler sur un solide. Hein. Donc le solide sert de support en fait à la condensation du gaz, et du coup on peut en mettre beaucoup avec des pressions qui sont raisonnables. Hein, on n'est pas obligé de monter à des pressions très importantes parce que ça demande évidemment du matériel spécifique. Donc normalement j'ai répondu à toutes les questions de cette partie, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.